Hello, c'est Axel. Tu écoutes Mini Interséance, un podcast créé par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Si tu veux suivre l'évolution de ce podcast et des autres projets, n'hésite pas à nous suivre sur notre Instagram, asso-pratea. N'oublie pas que le podcast est disponible sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Stitcher et même sur YouTube, sur la chaîne de Pratea. Merci et bon épisode à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Mini Interséance, un podcast comme son grand frère où on débat et réfléchit sur des films qui ont marqué l'actu du mois ou pas forcément. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Maxime. C'est moi. Et de mon autre acolyte de toujours, Olivier. C'est moi. Putain, toujours cette voix virile. Comment ça va les gars ? Oui, forme et détermination. C'est la première fois qu'on enregistre un podcast aussi tard. Ouais, il est 22h, on sort de l'Indien. Oh, l'Indien est bon. Et on a eu une galère de carte SD, mais on est là, c'est bon. On est là. Vraiment, ce parcours du combattant, hein. Lancez-vous dans le podcast, c'est plein d'aventures. Yes, ça avance petit à petit et peut-être qu'un jour on enregistrera un podcast sans galère. Oui. Là, allez, je suis sûr que le prochain il n'y aura pas de galère. J'y crois. Quand on aura des secrétaires, quand on aura des techniciens. Effectivement, qu'on aura des petits intermittents là, rien que pour faire les petits niveaux là pendant qu'on parle. C'est ça. Si vous voulez un stage, venez, on ne vous payera pas. On a déjà payé qui que ce soit ici ? Non. On perd de l'argent, Axel. On fait ça à perte. Et cette semaine, encore, comme prévu, on va essayer de parler de 3 nouveaux films qui ont marqué l'actu. Et pour commencer, je vais vous demander de préparer vos meilleurs chocolats de Noël, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux origines de Willy Wonka. Bande annonce. Je crois que c'est l'heure de changer le monde. Lumpa, Wumpa, Doupadita. Si vous êtes malin, écoutez-moi. Pour vivre heureux, faites comme nous. Nous les Lumpa, Lumpa, Doupadidou. Passons à la critique suivante. Et je sais même pas, j'ai même pas vu celui de Tim Burton, enfin le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton des années 2000. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous. Ah si. Dans le cinéma. Et moi aussi, au cinéma. Ah. Et ouais. Et est-ce que même dans celui de... Je me module un petit peu, ma voix est trop forte. Est-ce que même dans celui des années 2000, il y a ce thème qui revient ? Lumpa. Ah, ce thème-là, oui, moi je l'ai dans le film de Tim Burton. Il y a toute une séance. Je crois d'ailleurs que c'est le seul moment un peu comédie musicale dans le film de Burton. Okay. Mais il y en a peut-être d'autres à d'autres moments, mais c'est longtemps que je l'ai pas vu. Parce que oui, je voulais pas faire le puriste, mais je n'ai vu que celui de 71 où on m'a montré à l'école primaire et que j'ai revu parce que j'avais adoré. Et en fait, je me souviens que là maintenant, en vous parlant, qu'il y avait déjà cette dimension de comédie musicale. Alors je sais pas pourquoi, j'ai été choqué en regardant Wonka, enfin pas choqué, mais surpris de voir que c'était une comédie musicale, alors qu'en fait je pense que c'est juste l'essence de Charlie et la chocolaterie. Faut dire quand même que dans celui-là c'est quand même très comédie musicale. Au moins y avoir 6, 7 musiques, peut-être plus, je sais plus. Enfin disons que c'est très assumé comédie musicale de Noël. Effectivement, mais ça me revient que maintenant. J'avais pas regardé Burton, il y avait qu'une seule musique, si je me rappelle bien, peut-être 2, mais c'était pas une comédie musicale en général. Mais c'est intéressant que tu aies vu le premier Charlie et la chocolaterie. Moi je l'avais pas vu parce qu'il y a une question déjà qui m'est venue en discutant après avoir vu le film. Ce sont les origines de Wonka, mais beaucoup de gens pensent que c'est les origines de Wonka de Tim Burton. Mais ah bon ? En réalité, ce n'est pas vraiment... c'est l'origine de Wonka par Roald Dahl, mais ce n'est pas forcément l'origine du film de Tim Burton, ni du film de 93. Je sais plus par qui il est réalisé. Non, 71. Et je sais plus par qui il est réalisé. Mais... Ah, le nom m'échappe. Non, mais c'est... Nous ne le trouverons pas. On regardera. Et mais peut-être qu'il y a une question là dans ce film du point de vue de Paul King. Parce que il y a des origines sur Willy Wonka qui ont été écrites par l'œuvre originale. J'en ai aucune idée. Putain, on aurait pu se renseigner, les gars. Parce que ça se trouve, c'est complètement l'imagination de son réalisateur Paul King. C'est l'imagination de lui. Ou du moins des scénaristes du film. Roald Dahl n'a pas écrit un origin story pour Willy Wonka. Il n'y a qu'un seul livre, à part si je me trompe, c'est possible que quelqu'un d'autre a continué une saga, mais qui n'a pas eu énormément de succès. Mais vraiment, ce qui est connu, c'est Charlie et la chocolaterie. Et il n'y a pas de origin story derrière. Non.
Ok, d'accord. Donc Surtout qu'aujourd'hui, on est assez habitué à réutiliser des licences qui ont bien marché et en faire une origin story. C'est quand même un format de film très commun maintenant, hein, les origin stories, les préquels. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc voilà, donc on est habitué à voir ça. On se pose pas vraiment la question de quelle adaptation. On sait que demain il y a un film qui marche un petit peu, on peut en voir un préquel 2 ans après. Il y a aucun souci. Ça rentre Wonka rentre tellement dans les cases du film, de la production industrielle assez classique pour la famille. Vraiment, c'est un film de producteur, quoi. C'est un film de production. J'avais pas vu les anciens films du réalisateur de Paddington. J'en entends beaucoup de bien. J'entends beaucoup de bien de Paddington. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses en commun dans la direction. Mais voilà, ce n'est pas du tout un film d'auteur que le réal a voulu mettre. Il a eu l'idée de faire d'origine story de Wonka. Enfin non, c'est vraiment. Mais c'est déjà assez louable, même si on sent que il y a quand même cette idée de film de commande derrière. Mais c'est déjà une intention louable, surtout pour l'once de point de vue qu'il arrive à ajouter dans son film. Et d'ailleurs, ça va permettre de transiter avec l'avis de vous deux sur le film. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer ? Je sais, sans spoiler, qu'il y en a un qui a pas aimé, il y en a un qui a aimé. Je pense que je serai plus rapide, alors je vais peut-être commencer. Ouais, vas-y. Vas-y. En fait, je vais commencer, on fait comme ça. Ça marche. En fait, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Alors, j'ai pas vu, moi, je parlais un petit peu de Paddington, j'en ai entendu extrêmement beau. J'ai pas vu Paddington, du coup, comme je disais, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que c'est des films que je vais voir. J'ai l'impression que c'est des films assez émerveillés. Et du coup, j'y suis allé vraiment pour aller voir Wonka avec une idée de c'est ce genre de film de Noël qui sortent à Noël. C'est un petit peu le film habituel. C'est un peu une sorte de téléfilm. Une origine de Wonka qu'il a demandé. Je me rappelle quand même avoir beaucoup aimé Charlie et la chocolaterie quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. J'avais été traumatisé par les myrtilles. Vraiment absolument traumatisé. Mais je me dis une origin story de Wonka, quoique pourquoi. Et en plus avec Timothée Chalamet, admettons. Moi je préfère Timothée Chalamet quand il mange des gens dans Bones & All. Je trouve ça plus marrant. Et du chocolat. Voilà, je suis d'accord. Je préfère ça au chocolat. J'y suis allé sans aucune attente. J'y suis allé parce que Axel m'a dit on va faire sur Wonka. Je fais bon si tu veux Axel. Il y a pas de souci. Allons-y, regardons-le. J'en suis sorti très content. Et je m'y attendais pas. J'en suis sorti assez satisfait. J'ai été voir un film de Noël qui n'a pas été qui m'a donné ce que j'avais envie de voir. C'est un peu simple ce que je vais dire, mais le film est exactement ce à quoi vous attendez, je pense. Mais il propose une direction artistique déjà simplement qui, non content d'être incroyablement originale, a le mérite d'être inventive, a le mérite de proposer des idées visuelles, a le mérite, comment je pourrais dire, d'amener en fait un univers complètement impossible, assez improbable, un peu burlesque. Et moi, c'est ce genre de choses que j'aime bien. C'est vraiment une espèce de création de chaque instant. On s'en fout littéralement un peu de la réalité, du tangible de ce monde. On est vraiment sur un exercice stylistique joyeux qui moi, du coup, me rend joyeux. Et ça m'apporte déjà vraiment de la légèreté et de la joie en regardant ça. Je sais que, du coup, il est tout le temps en train de se réinventer, de proposer des idées par rapport à des scènes, par rapport au décor, par rapport à des répliques. Voilà, je me libère de un petit peu de mon besoin forcément de créer un univers cohérent comme je pourrais le demander à d'autres films. Donc il s'accorde ça déjà en tant que film. On a cette liberté. Moi je la trouve assez agréable. Je suis à la base assez fan de comédies musicales, mais bon, les comédies musicales de Noël c'est presque un genre à part entière auquel je m'en fous en fait. Mais je suis pas un... Et d'ailleurs, pourquoi de Noël particulièrement ? Parce qu'il ne me semble pas que ce film soit vendu comme un film de Noël. T'as peut-être raison, c'est vrai. Je pense que peut-être qu'il choisit bien sa période pour sortir, donc les chocolats, tout ça. Peut-être qu'il choisit très bien sa période pour sortir, mais il me semble pas que ça soit. Disons que oui, il a choisi cette période. Il y a dans cet esprit, cette ambiance, l'esprit. Tu vois, en fait. Mais t'as raison. Il est pas question. Oui, est-ce qu'il est question de Noël à un moment dans le film ? Je ne crois pas. Non. On dit pas de conneries. J'espère pas. On a vu le film, je vous assure. En fait, il y a juste un Père Noël dedans. On a vu le film. Non, on a vu le film. Oui, bonjour. Non, c'est vrai, mais t'as raison. Oui, le chocolat.
comédie musicale, la bonne humeur, on s'aime, l'amour, et puis nique le capitalisme sur certains aspects, c'est marrant. Sur certains aspects, ouais. Sur certains aspects, oui. Mais oui, et puis c'est dans les périodes des fêtes, c'est vraiment c'est le film de Noël au sens où ça reprend les codes de Noël. Et ça, c'est intéressant, ça, tu vois, ça reprend les codes de Noël sans parler de Noël. C'est un film. Je suis d'accord. Et puis il sort juste en période de Noël. Non, je trouve que tout ce que tu dis, c'est très juste et je te rejoins globalement. Et je dirais même que ce qu'on aime dans ce que j'ai aimé, moi, dans ce film, parce que oui, voilà, je suis comme Maxime, je sens pour autant dire que c'est incroyable, extrêmement inventif. Je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié le film, qui ont passé un bon moment. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est comment aussi garder un petit peu cette verve, si je puis dire, un peu de l'univers Charlie et la chocolaterie, avec les subterfuges, les trucs un peu improbables, comme là dans le film par exemple, il y a un prêtre complètement corrompu au chocolat. Je crois il y a des idées, il y a des petites thématiques comme ça qui sortent, et puis en fait il a un ascenseur dans le confessionnal qui lui permet, je sais pas, il y a tout ce genre de tirade absolument fantastique qui nourrissent un peu cet univers-là, et donc qui est vachement propre, je trouve, à l'univers de Charlie et la chocolaterie. Bon, moi, j'ai vu que le film de 70, mais qui déjà, à cette époque, était déjà très, très inventif, qu'il est d'ailleurs plus que ce film-là. Après, ce film-là n'est pas un film sur la chocolaterie, mais même dans les Charlie et la chocolaterie, dans tout ce qu'offrait la chocolaterie en elle-même, l'usine, toutes ces expériences folles et tout, il y a au moins cette idée-là qui est un peu gardée dans ce film, que je trouve vachement intéressant. Donc déjà, on commence déjà à être fidèle dans le passé de Wonka, on est déjà un peu fidèle à toutes ces petites blagues, tous ces petits subterfuges que je trouve super. Et ajouter à ça, je dirais que toute la direction artistique du film est super. C'est très parisien, hein, on va pas se mentir. Il me semble, dans le film, c'est quoi? C'est Palais Gourmet, là où on essaye de vendre du chocolat. Enfin, on ressent un petit peu la vibe de Paris, le bâtiment un peu Grand Palais et tout. Et moi, je vais pas vous mentir, quand je vois des trucs comme ça, il se passe un petit truc chez moi, c'est de la triche en fait chez moi. C'est le beau. C'est ce beau et ce parisien. Voilà, je suis un peu fan de cette ville. T'as préféré ça au palais en chocolat ou au palais en sucrerie qu'on voit un moment dans le film, c'est quand il ouvre pour la première fois sa boutique, et puis là il t'a créé une semi-réplique de ce qu'on verra, de ce qu'il créera plus tard. Oui, d'accord. Et d'ailleurs même dans toutes ces créations, je trouve ça, j'ai bien aimé on ressent dans ce film que c'est tous ces outils de création, toutes ces petites créations à Wonka, qui est donc très jeune dans ce film, c'est vraiment... Ça amorce ce qu'on sait que ça sera plus tard de tout ce gigantisme. Et ben, on a l'impression qu'il a ce gigantisme-là conservé dans des petites mallettes à travail et tout. Il y a déjà ces idées qui sont soulevées, qui émergent et qu'on sait qu'ils vont devenir incroyables. Voilà. Et je trouve que même dans ces petits outils, dans cette mallette qui va déplier je sais pas combien de fois, il y a cette petite magie-là, cette inventivité. Et après, quand il ouvre sa première boutique, bon, c'est pas un spoil, mais quand il ouvre sa première boutique, il y a pas mal d'inventivité avec le chocolat et tout. C'est très enfantin, bien sûr. On est quand même dans un film très très enfantin, c'est très marrant, ça fait rire les enfants, mais il y a au moins un petit peu d'inventivité. Après, je trouve pas par exemple qu'il utilise dans le film de la caméra de manière ultra ingénieuse pour autant, alors qu'il a quand même, on voit qu'il a du budget. Par moment, je sens pas ce moment où je me dis waouh, là c'est trop bonne, quelle idée d'utiliser la caméra comme ça pour montrer ce que tu es en train de... J'ai pas ce moment-là dans le film, mais par le production design, par le respect de l'univers qui est un peu contenu, mais c'est normal parce que c'est les débuts de Willy Wonka. Je trouve ça quand même vachement louable. Disons que dans la style un peu filmique, il y a quelque chose de très cartoonesque dans la façon qu'il peut aller filmer les personnages dans des contre-plongées, dans du fisheye un petit peu pour aller les déformer à des moments. Et puis moi, il y a cette espèce, ce que j'avais pas trop dans le film Burton, que j'avais pas vu, c'est cette espèce d'humour anglais, un peu. Je sais pas comment le dire. Moi, je dis un peu un humour pète cul, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ce truc très poli, un peu gênant comme ça, et moi ça marche vraiment sur moi. Et quelle bonne idée, rien que pour ça, d'avoir pris Rowan Atkinson. Ah oui.
Si tu veux faire ce petit humour anglais, comment on n'y a pas déjà pensé avant de prendre cet acteur pour un film comme ça? C'est simple, tu le vois, tu fais oui et je rigole. Mais oui, voilà, moi le petit regret que j'ai, c'est peut-être voilà de ne pas avoir été assez inventif avec sa caméra. Par exemple, il y a plein de moments où il passe dans des tuyaux. Tu vois, il aurait pu s'amuser à faire passer dans les tuyaux avec eux et tout, avoir tous ces trucs propres à Charlie et la chocolaterie, mais il est assez contenu dans ses références à l'univers. Bon, écoute, moi, ça m'a pas 100% gêné. Je sais que je suis pas allé voir non plus un chef-d'œuvre, mais pour ce qu'il avait à me proposer, il a rendu le travail assez intéressant et je suis parfaitement comblé. C'est vrai qu'il aurait pu avoir plus d'inventivité dans l'audiovisuel et avoir une caméra qui est libre et qui rentre dans les tuyaux et qui va nous montrer le monde un peu comme Scorsese a fait dans Hugo Cabret. Ouais. Où là, vraiment, on ne sait pas si c'est la caméra, si c'est du CGI, et c'est vraiment impressionnant à l'œil. Et ça permet on va dire de faire une petite rédemption pour les lacunes scénaristiques dans Hugo Cabret. Ouais. Pour mon cas, je suis en fait assez d'accord avec vous, dans la mesure où c'est un film qui est super pour les enfants. Il y a évidemment un très fort budget qui est accompagné par un très fort talent. Les gens qui sont sur le plateau savent exactement ce qu'ils veulent faire et ils le font très bien sur un niveau technique. Le monde est marrant. La musique, je trouve qu'elle est assez harmonieuse. Je déteste les comédies musicales. Ah, tu les détestes quand même. Je déteste. Alors pour dire que c'est harmonieux, c'est plutôt un compliment. Oui, parce que j'avais envie de chanter dans le film. Ça m'a parfaitement entraîné. Enfin bref. Il y en a qui existent qui sont bien. Ce n'est pas que Dancer in the Dark. Mais d'accord. Mais wow. On peut parler de ce. Allez voir une série de Dark. Yes. Avant pour Noël avant tout. Yes, emmenez vos enfants. Non. Dis-leur que c'est un film Disney. Non. Et le problème que j'ai eu avec Wonka, par contre, il y a deux choses. D'un, j'aime pas Timothée Chalamet. Je préfère largement quand il bouffe Zendaya. Pas du chocolat. Genre, j'ai pas vu Dune. Franchement, non, j'ai énormément du mal avec cet acteur. Ok, d'accord. Je vais être honnête avec vous. Putain, il parle français, il comprend. Si jamais il passe dessus, putain, plus de. Non, mais la pile à le dire. Mais je connais même des. Ah, en fait, non, je vais surtout pas dire ça. Je connais des trucs sur lui. Oh là là. Non. Mais je vais pas connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça ne s'arrête plus. Non, je connais quelqu'un qui connaît Timothée Chalamet. Ok, t'es à 2 poignées de main, quoi. Du coup, moi, je connais quelqu'un qui connaît Timothée Chalamet, vu que je te connais. Ouais. C'est vrai. Oh. Putain. Je suis à 3 poignées de main. Putain. Yeah. Not bad. On devrait l'inviter sur le podcast. On va inviter Timothée. Ok. Le problème, c'est que là, il y a une manque la manque de profondeur et je dirais l'ambiguïté thématique est telle que cette harmonie sonore et ce rocambolesque, ce rocambolesme, est-ce qu'on peut dire ça en français? Ce côté rocambolesque. Merci. Ce côté rocambolesque et ces images palpitantes deviennent lassants après un moment parce qu'ils ne sont pas supportés par une thématique concrète ni un message concret. Je ne sais pas de quoi veut parler ce film, à part pour dire que Timothée c'est un garçon qui est vraiment très gentil et il veut juste faire goûter des chocolats absolument délicieux à tous les enfants. C'est vrai qu'il est parfaitement unidimensionnel. Il est juste gentil. Et le problème, c'est que ces putains de capitalistes veulent niquer son business. Alors, juste pour être clair, avec le cinéma, il y a des critiques du capitalisme extrêmement pertinentes. Une critique pertinente. Je trouve que c'est quelque chose absolument à explorer. Le thème des grosses entreprises qui veulent tuer les petits business, les mom and pop, comme on dit en anglais. Et ça, c'est quelque chose qui soit, explore-le, c'est très intéressant. Le seul problème, c'est que il y a un manque d'authenticité énorme. Je ne peux pas exactement savoir pourquoi, mais c'est peut-être parce que c'est un film hollywoodien, c'est-à-dire l'acmé du capitalisme et de la compétitivité coupe-gorge. Et donc, quand eux-mêmes font des films là-dessus, ça m'étonne pas tellement que ça sonne un peu vide et creux et pontifiant et hypocrite. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense vraiment que le film existe
existe uniquement pour sa forme, c'est-à-dire faire un film joyeux d'une licence connue, avec un acteur connu, avec un réal qui sait à peu près ce qu'il fait pour donner une belle image, donner une bonne ambiance, qui te fait pas regretter les 14 € que tu vas mettre pour aller voir ça avec tes gamins. Enfin, 14 € en fait, c'est une question de public visé. Oui. Alors, pas qu'une œuvre destinée aux enfants ne doit pas être... Oui, j'ai pas envie de couper le débat avec ce genre d'argument. Ouais. T'as raison. C'est vrai que je veux dire que je vais pas aller voir. C'est du high candy, c'est comme tu l'as dit, c'est un concept capitaliste en lui-même en tant que film de Noël, avec un acteur hyper connu, avec une licence méga connue. Enfin, c'est un produit qui représente plein de choses du capitalisme en fait, de base. Donc je sais que c'est pas du Loach. Oui, voilà. A priori, non. A priori, non. Je vais pas aller voir un manuel de gréviste dans ce film-là, quoi. Non, mais en même temps, c'est là où je me dis que c'est ces sortes de films qui vont mettre fin au cinéma. Dans la mesure, et je m'explique, c'est vrai que... Il a dit les termes. Les images, cette sorte de excitation titillante qu'il y a à travers le film, cette sorte de joie. Titillante. Oui, est-ce que oui, ça se dit, c'est ça pas se sexuel en français? Non. Ça dépend le gros texte, mais... Titillante dans la mesure où ça t'anime avec des énergies un peu comme des bulles. Ouais. Ok, d'accord. Non, mais c'est comme si tu étais palpitant, parfait. C'est comme si tu étais une bouteille de champagne en t'ouvre, tu vois. Genre, tu vas voir certaines images et t'es rempli d'énergie. Ouais. Je comprends. J'ai envie de boire. Mais... De l'eau. De l'eau. Mais il y a une interview qui a été faite il y a peut-être 10 ans par, comment il s'appelle? Mackie, le gars qui joue... Anthony Mackie? Yeah, thank you. Ok. Que je trouve absolument pertinent. Il explique la raison pour laquelle le cinéma commence à partir. Et que le cinéma va commencer à s'écrouler. Et il explique que aujourd'hui, lorsque tu vas faire des films qui servent à divertir, à montrer des belles images, à faire un sourire, mais de ne rien apporter vraiment de plus, pourquoi payer 14 € pour toi, ta femme et tes enfants quand tu peux juste le regarder chez toi en fumant du shit? Avec les gamins. C'est ça le drame. Mais il dit littéralement ça, le gars. Et je pense qu'il a raison dans la mesure où les films comme Wonka fait en sorte que les gens se disent pourquoi vraiment aller au cinéma. Ça reprend un débat qui est très très large, mais je vois un peu ce que tu veux dire, et c'est un débat qui est beaucoup revenu avec les plateformes, c'est-à-dire le moment où on passe qu'on donne vraiment un contenu et une œuvre. Est-ce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est typiquement un projet de contenu avec Wonka, c'est-à-dire que tout est extrêmement millimétré, tout est préparé. Je pense que c'est aussi pour ça que le réalisateur a pas beaucoup d'espace pour aller jouer avec sa caméra et de jouer à fond avec tous ces personnages mis en scène, parce que il y a 1 milliard de commandes, de licences et d'entreprises qui sont autour de ce projet-là et auxquelles il doit se plier. C'est le même schéma pour des films Marvel. C'est la même idée où tu as une liste de choses qui doivent apparaître, de choses qui ne doivent pas apparaître dans ton film. Oui, mais donc tu rentres dans une logique de contenu. Mais je pense, et ça où moi je trouve que Wonka se débrouille pas trop mal, c'est que malgré justement toutes ces restrictions qui nous ont amené nombre de films absolument irregardables et absolument chiants, je trouve que malgré ça, le réalisateur arrive à imposer un humour, un rythme comique, une DA, une image qui devient assez propre et où je sens pas qu'on est en train de se foutre de moi. Et pour ça, moi, je reconnais au moins en tant que peut-être que cinéphile, si je puis dire, l'envie d'aller en découvrir plus sur ce réal. Là, je peux te rejoindre. Et pourquoi pas, je pense que j'irai voir ces prochains films avec attention. Ah oui, mais il y a une authenticité. Et je pense que... Pas peut-être dans le message capitaliste, mais dans l'amour de faire cette sorte de cinéma. Et dans au moins le désir de faire rêver les enfants. Ouais. C'est présent. Et ça, c'est déjà très bien parce qu'il sait comment le faire. Et faire rêver les enfants sans les prendre pour des cons, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est vrai, cette nuance n'est pas toujours facile à percevoir. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de films pour enfants qu'on qualifierait de films pour enfants aujourd'hui qui sont juste nuls et où absolument tu les sors parce qu'on dit c'est pour les enfants, c'est pas grave. Enfin, c'est pas parce que c'est pour les enfants que ça doit être nul. En fait, voilà. Voilà, très clairement. Mais Pixar avait tout à fait compris ça. C'est peut-être l'un des meilleurs exemples. Je vais parenthèse mais minuscule par rapport à ça, mais si vous voulez
savoir, si vous voulez entendre quelqu'un de manière extrêmement intelligente parler de comment écrire une bonne histoire ou de raconter une bonne histoire, faire des bons films, regarde Andrew Stanton, son TED Talk, lui qui a fondé Pixar. D'accord, ok. C'est merveilleux. C'est une plutôt bonne conclusion, j'ai l'impression, pour Wonka, ça. Eh ben ouais. C'est pas comme si on avait un milliard de choses à dire sur ce film. Non, mais c'est vrai que c'est bien qu'on s'est, en début de critique, on s'est beaucoup concentré sur l'aspect formel de ce film, parce que c'est vrai qu'en soi, on peut se dire qu'au début, il a que ça à vendre, même si je pense que sincèrement que non, mais effectivement, il y a une question de point de vue, une question de thématique qui s'impose, et c'est bien de l'avoir soulevé aussi. Ouais, complètement. Eh ben super. Eh ben ça va nous permettre de du coup passer au prochain film qui va nous permettre de revenir en France ce coup-ci, puisqu'on va parler de Bâtiment 5 de Lajli. On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas. J'en ai marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et oui, on change directement d'ambiance parce que là, on va se placer dans un film français beaucoup plus social, au système formel très différent, au système en fait, narratif complètement différent aussi. On reste dans le capital. On reste dans le capitalisme un petit peu, il y a une idée. Il y a une question d'économie, évidemment, toujours. Là. C'est un point de vue complètement différent. Oui. C'est un point de vue complètement différent. Et donc, Lajli nous revient avec son dernier film, Bâtiment 5, qu'on pourrait qualifier dans la droite lignée de son premier film. Enfin, je ne sais pas si c'est son dernier film, Les Misérables. Ouais. C'était son premier film. C'était son premier film. Donc, on est dans la parfaite continuité de son œuvre, et qui vient du coup nous proposer une autre histoire qui aurait pu se passer dans l'univers des Misérables, enfin qui se passe complètement dans l'univers des Misérables, qui va nous raconter ce coup-ci l'histoire d'une militante qui vit dans des quartiers de Paris dans le 93 face à un maire qui a été élu par intérim. Bah, c'est ça. Suite au décès du précédent maire, et qui n'a donc pas vraiment été élu par le vote de tout le monde, et ça va organiser ce petit conflit politique. Et très concrètement. Exactement. Politique. Là, on va avoir un versus beaucoup plus général que celui qu'on pouvait avoir dans Les Misérables. Qui veut commencer, messieurs? Oliver? Ça serait intéressant de commencer. Je suis d'accord pour commencer avec Olivier. Ok. Je suis pas d'accord. En fait, Les Misérables, c'était un de mes films préférés je pense que c'était 2019. Je trouve que le réalisateur Lajli est un talent absolument formidable. Néanmoins, qu'il est peut-être en déclin. Il avait participé avec Romain Gavras, merci, sur le film Athéna, où déjà j'avais l'impression de voir un déclin dans la qualité, même si ce n'était pas lui qui l'avait réalisé. Mais c'était lui qui avait coécrit, et déjà dans le scénario, il y avait une baisse étonnante comparée à un scénario en fer de Les Misérables, où Lajli avait une capacité qui est très rare, qu'on voit quasiment jamais, où il arrive à faire un film qui n'est pas apolitique, mais qui n'est jamais partisan, dans la mesure où il est beaucoup plus intéressé par le symbolisme, par le spectacle, par l'allégorie, que par les manifestos. Est-ce qu'on peut dire manifesto en français? Un manifesto, c'est... Un manifeste, tu parles d'une pancarte. Oui, exactement. D'accord, ok, oui, dans ce sens-là. Exactement. Il ne va pas aller écrire sur les toits son opinion. Il y avait un point de vue très très intéressant dans Les Misérables, c'est vrai. Pour fonctionner comme ça, notamment quand tu dois collaborer avec plein d'autres personnes, convaincre plein de producteurs, etc., c'est quand même un boulot formidable. En revanche, Bâtiment 5, certes, il arrive à ne pas devenir pontifiant, il arrive à ne pas faire son petit juge et prêcher sa vision politique lorsqu'il écrit une fable qui est intrinsèquement extrêmement politique, qui est bien. Mais j'ai l'impression que
son scénario est un brouillon total. Il ne sait pas dans quelle direction il veut y aller du tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je vais m'arrêter là. Mais je peux te suivre sur... moi, j'ai beaucoup aimé le film. Okay. Mais il y a un truc sur lequel... je reviendrai sur les qualités un petit peu après, mais il y a un truc sur lequel je te suis. Moi, j'ai un peu cette impression d'histoire inachevée. Oui. Et d'un sujet un peu trop grand par rapport au film qu'il nous a donné. Et je veux dire sujet trop grand, je veux juste dire que c'est ce que je te disais, Axel, quand on sortait du film, j'ai l'impression que c'est le premier épisode d'une série, série que j'ai très envie de voir, une série où s'il y a 10 épisodes comme ça, je les mâche, je les regarde, vraiment je suis très chaud, mais j'avais un peu l'impression en effet que il allait pas forcément au bout de tout ce qu'il pouvait commencer à amener, et qu'il rentrait dans... Moi, je pense vraiment, j'ai un peu cette sensation-là, comme j'avais pu avoir dans Misérable, où il y a ce genre d'épisode. C'est vraiment un épisode de ce qui peut se passer dans ces quartiers de banlieu. C'est ça. Et il a décidé de raconter ce nouvel épisode-là. Donc, en soi, oui, quand on se dit ça pourrait s'intégrer dans... C'est comme le début d'une série. Je suis assez d'accord avec ça. Il a vraiment choisi d'adapter cet épisode. Je dirais pas pour autant que c'est brouillon. Ou alors, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire, mais j'ai pas l'impression de pas savoir où est-ce qu'il va aller. J'ai même l'impression qu'il sait très bien ce qu'il veut dire. Oui, pour le coup, je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. En revanche, il est vrai que, si je peux me rejoindre ton avis sur un certain point, c'est que il est vrai que c'est à 1 heure du film qu'il y a des bases qui ont été posées. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de grosses emmerdes. Comme, peut-être un peu comme dans Les Misérables. Mais c'est vraiment à 1 heure du film. Est-ce qu'on peut le dire ici? Oui, je pense. Où il y a cette énorme emmerde qui débute avec l'incendie. L'incendie, d'ailleurs, très subtil. On ne sait pas si c'est potentiellement un complot ou pas. Très forte chance que ce soit un complot. Ou peut-être pas du tout. Peut-être que c'est tout ça. Mais... on sent qu'il y avait besoin de cet énorme moment pour que le film prenne vraiment une tournure autre que le quasi-documentaire à un moment. Tu vois, tout ce début du film, quand même très très intéressant, mais il y avait un côté semi-docu manifestant, entre gros guillemets. Hein. Mais que vraiment, ce moment où le film penche dans la fiction pur et dur, c'est ce moment à 1 heure du film quand il y a un incendie. J'ai vraiment eu l'impression que c'est là, ok, il va nous parler d'une fiction, il va essayer de romancer un petit peu tout ça. Sinon, parmi tout ça, j'ai trouvé qu'il savait parfaitement quoi faire pour raconter ce qu'il avait envie de raconter. Et je dirais, si je peux commencer avec un point plutôt... je sais pas si c'est un point négatif, mais c'est un gros changement par rapport aux Misérables. C'est que là, on sent que dans Les Misérables, comme on était plus dans un point de vue de conflit entre policiers et ces personnes qui vivent dans les cités, on avait, dans Les Misérables, moi j'avais l'impression que on sentait bien dans son point de vue qu'il disait pas pour autant que la faute venait d'un côté ou de l'autre, mais il y avait vraiment cette idée qui était nourrie que c'était beaucoup plus haut le problème. Tu vois, il y avait cette vision politique un peu plus globale. Et alors là, maintenant que dans ce film-là, il peut s'intéresser à ce qui se passe plus haut, puisqu'on parle de maires, on parle d'élus municipaux. De ceux qui donnent les ordres, et qu'on voit pas... je pense pas les grands ordres, mais des gens qui ont quand même un petit peu de pouvoir. Ceux qui ont du pouvoir. Pouvoir au sein de la commune, au sein de la ville. Et là, on sent qu'il est beaucoup plus libéré. C'est ça, cette grande différence par rapport aux Misérables. C'est que là, on sent qu'il peut un peu plus se lâcher, on sent qu'il met la main sur un peu plus de coupables, de véritables coupables. Et c'est en ça, je pense peut-être qu'Olivier, toi, tu as peut-être senti moins de finesse, moins ce côté un peu plus brouillon, ce côté pas vraiment... ce côté non petit juge, et qui peut-être dans ce film, tu as un peu plus l'impression qu'il y a ce côté juge. Peut-être parce que moi, j'ai l'impression dans ce film-là que voilà, il peut se permettre de taper plus concrètement sur les gens qui ont réellement du pouvoir. Ça me dérange pas en fait quand quelqu'un tape un tout petit peu sur des gens qui ont du pouvoir. Oui, mais c'était pas mon problème. D'accord, je vais du coup. Okay, mon problème n'était pas ça. Le problème vraiment, c'était que j'avais pas l'impression qu'il savait de quoi il voulait parler.
On commence par une fable qui a l'air de parler d'une compétition politique entre, et j'ai honteusement oublié son nom, mais la jeune femme militante. Abby Keïta. Enfin, son nom dans le film, c'est Abby Keïta. Ok. Et donc là, elle va commencer une campagne pour aller contre Alexis Mortelli. Alexis Mananti. Le personnage d'Alexis Mananti. Oui. Mémoire. Qui est un acteur. Ta gueule. Le nom du personnage d'Alexis Mananti, j'ai oublié. Mais... Toi, tu t'en rappelles? Absolument pas. Le nouveau maire. Le nouveau maire, qui est joué par un acteur absolument formidable. Dis-toi que dans Les Misérables, c'était la brute. Ouais. C'est incroyable qu'il arrive à faire les deux. Il aime bien l'avoir en méchant, en tout cas, LG. Ils sont... Tu vas te dire que c'est une compétition entre ces deux personnes et on va voir deux choses. On va voir un clash d'idéologie et on va avoir un clash de stratèges. Ces stratèges et ces idéologies qui sont le produit de mondes radicalement différents qui se rejoignent dans ce quartier. Ça, tu te dis, ok, ça c'est fascinant. Tu as énormément de choses à en discuter par rapport à ça. Et quand tu vas parler de... Quand tu vas juxtaposer des idéologies et leur lier à des situations socio-économiques, c'est une question abyssale qui se pose après cela. Mais je trouve qu'il la traite extrêmement bien. Mais Ledgely arrête avec cette compétition à la moitié du film. Ah, c'est parce que c'est pas le thème que tu voulais aussi. Peut-être qu'il y a ça, il y a cette petite frustration de ce n'est pas forcément le combat que tu voulais voir. C'est pas est-ce que j'ai envie de voir tel et tel combat, c'est qu'il a abandonné. Bon, j'ai pas cette impression. Son combat. Et là, ce n'est plus du tout un truc sur une campagne électorale, mais c'est sur c'est l'histoire d'un feu dans un bâtiment et on doit évacuer les gens dans cet immeuble, sinon ils vont peut-être crever et ainsi les gens ne sont pas heureux et ça va créer un drame qui au final est assez benign. Moi j'ai l'impression un peu que tu fais tu te focalises sur la surface parce qu'on sait qu'au fond ça parle pas d'un incendie, ça parle de comment on va utiliser un acte a priori hasardeux pour ça raconte toutes les gens qui agissent derrière pour se servir d'un événement du genre. C'est plus c'est marrant que tu te concentres sur ce moment-là parce que pour moi c'est assez évident que au fond l'idée c'est pas de faire une comment dire, il faut rien à partir de cela. D'avoir une imagerie autour seulement une imagerie autour de ce que ça a créé. C'est sûr qu'il utilise super bien sa caméra d'ailleurs à ces moments-là, au moment de l'incendie où on sent qu'il a regardé Athéna, où il utilise sa caméra de manière beaucoup plus libre, où il va rendre sans donner un grandiose à l'image, mais il va rendre l'ampleur de la situation, une intensité dans le rythme. L'ampleur de la situation va être vraiment traduite par la manière dont il utilise sa caméra. C'est ce truc très ample où on va avoir on va avoir une façade de l'immeuble pour ensuite dézoomer un petit peu et retrouver l'autre et voir l'immensité du problème que ça cause sans rendre la chose qui m'avait un peu embêté dans Athéna, mais bon, c'était un peu notre intention, sans rendre la chose incroyable, spectaculaire. Non. C'est à la hauteur de l'ampleur de l'événement et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et surtout, au-delà de cette image formelle, comme je le disais, au fond, il raconte pas ça. Rien que par ce que je viens de dire, donc il traduit l'ampleur de la situation. Au fond, ça raconte pas que ça raconte pas que les problèmes, mais je pense, moi ce que je veux dire c'est que c'est plutôt évident selon moi, mais après c'est comment on le perd chaque idéologie là. Oui, mais moi j'aimerais bien revenir là-dessus. Clash d'idéologie, je sais, oui, il est montré un clash d'idéologie, mais on sait non, il ne montre aucun clash d'idéologie dans ce film, c'est ça qui est intéressant. Il ne montre pas à aucun moment. Donne-moi une scène où ils sont en train quand elle rentre dans son cabinet. Oui, exactement, quand ils rentrent dans son cabinet, ce n'est pas un clash d'idéologie, ils sont tout le temps en train de se rapporter à des moyens
concrets, à des moyens physiques, aux moyens qui sont à disposition pour survivre. Ils ne sont jamais en train d'être dans une élaboration d'idées et une confrontation d'idées qui reste dans une espèce de zone de flou plus politique. Ils sont tout le temps en train de nous rapporter à qu'est-ce que je peux concrètement faire pour survivre, qu'est-ce que je peux concrètement faire quand j'habite ici, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition. Et moi, c'est ça que je trouve super dans le film. C'est un clash d'idéologie, Maxime. Mais c'est une idéologie, mais pas dans les faits. Parce que c'est une idéologie de moyens. Comment j'utilise ces moyens qui sont mis à ma disposition. Donc, c'est l'idéologie. Mais il n'est jamais. Oui, c'est clairement de l'idéologie. L'idéologie est conceptualisme. Non, mais je vous assure, évidemment que les films confrontent des idéologies. Mais le film, dans les. Attends, il est en train de confronter des idéologies, mais il n'est jamais en train de le faire directement. Il n'est jamais en train de mettre les personnages et de les séparer par rapport à des idées politiques. Mais là, on parle de qu'est-ce qu'il y a dans le fond. On parle pas de la surface, là. Là, on rentrait, avec le retour de Maxime, on rentrait plus dans le fond, là. Mais même avant, on parlait du fond. Lorsqu'on parlait de tu me disais que tu es perdu. Non, je suis pas perdu. C'est juste que quand je suis fatigué et que je parle en français, je perds mes mots. On parlait de quel était le sens de l'histoire derrière cette sorte d'incendie, derrière cette candidature. C'est moi qui ai choisi cet angle où effectivement pour essayer de rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Right. Mais en fait, on parlait de la même chose dans la mesure où ce qui arrive au fond du film, quand moi je disais clash d'idéologie, c'est absolument pas moi je suis de cette partie, moi je suis de l'autre. Comme j'ai dit avant, Ledgely ne fait pas un truc pontifiant, il ne fait pas des manifestes. Pas politique. Oui. Ouais, complètement. Mais il se met dans plusieurs points de vue, il nous propose plusieurs directions, comme il avait très bien fait sur Les Misérables. Je suis pas particulièrement d'accord. Il se met dans plusieurs points de vue, c'est vrai, mais là, dans ce film, si on est 100% honnête, le point de vue, il est bien moins partagé. C'est-à-dire qu'il y a quand même, évidemment, un camp qui est pris. Enfin, un camp, si on peut dire ça comme ça, mais il y a un parti. Oui, il nous passe un point de vue, et puis clairement, tu en as un pour qui on a du mépris et une avec qui on a envie de. Exactement, et qui est beaucoup plus unidimensionnel que ça pouvait être dans Les Misérables. Et c'est peut-être ça que je trouve un peu dommage avec le personnage d'Alexis Mananti qui n'est. Au début, on a un petit doute, non ? Bon, c'est peut-être un mec qui a vraiment beaucoup de choses, qui a vraiment beaucoup de problèmes. Effectivement, quand tu es maire, tu as beaucoup de problèmes à gérer. Mais au début, je me dis peut-être une petite nuance, peut-être que ce mec-là va vraiment avoir du mal et tout, alors que finalement, plus on avance dans le film, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, plus on avance dans le film et plus je trouve qu'il y a ce truc où en fait, non, c'est vraiment juste un enculé, quoi. Enfin, il est vraiment juste présenté comme un enculé. Et aux auditeurs, pourquoi est-ce que c'est un enculé ? Parce qu'il ne fait effectivement que du mal à ceux qui sont présentés comme les protagonistes. Comme ceux dont le point de vue est adopté par Ledgely. C'est en ça que je dis ça, bien évidemment. C'est dans l'histoire qu'il veut nous raconter. Le personnage d'Alexis Mananti, le nouveau maire, est effectivement montré comme un mec très très fourbe. Bien sûr qu'on sent qu'il n'est pas foncièrement méchant, mais on sent que, par exemple, tu me l'avais dit en sortant de la séance, et cette scène, par exemple, où il va voir la personne le jardinier dans sa mairie. Tu sens qu'il y a un monde d'écart. Tu sens que c'est pas le même monde. Tu sens génial cette scène. Tu sens oui, il y a une note d'attention là-dedans. Est-ce que ça c'est sa faute ? Non, je dis pas que c'est sa faute. Okay. En revanche, dans l'histoire qui nous est présentée, il nous montre quoi ? Il nous dit, mais en fait, ce mec-là veut gérer des choses dont il ne connaît même pas, en fait, le fond du problème. Tu vois, c'est ça qu'il nous a raconté vis-à-vis de cette scène. Oui. Non, je vois ce que je vois. Et même, il y a même d'autres manières pas très subtiles, moi, que j'ai trouvé. Par exemple, moi, je suis fan de foot. Voilà, je regarde le foot, j'aime ça. Ouais. Tu me montres un personnage au début. C'est pas le plus subtil la manière la plus subtile de l'amener, mais au moins on comprend tout de suite. C'est quand il fait ce soir il y a l'équipe de France qui joue, je sens que Giroud va nous en planter un, là je le sens. En plus, depuis qu'il n'y a plus Benzema, ils sont plus libérés, tu vois. C'est pas le plus subtil du monde, et ça te met le personnage directement dans une case. Et je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Alors après, tout le monde ne regarde pas le foot. Et moi qui ne suis pas fan de foot, par exemple, je trouve ça tout à fait normal. C'est marrant. D'accord. Tu t'es dit c'est une réplique comme ça ? Ouais, c'est vrai. Mais je me suis dit ça. D'accord. Je connais pas le foot, du coup je fais Giroud. Ok, mais donc ça c'est très intéressant. Mais par exemple, en quoi est-ce que ceci va pas permettre au maire de faire un bon boulot ? Ça, on aurait pu l'explorer dans l'histoire. En quoi est-ce que le maire va pas, par exemple, il vient d'un milieu qui est complètement séparé de les gens de son quartier, et ainsi il va avoir des points aveugles.
et ça va faire en sorte que ces décisions vont être catastrophiques. Parce on sent qu'il sert à... Tu veux peut-être y aller, Maxime? Après, je pouvais y aller. Tu peux y aller parce que moi j'aimerais reprendre depuis le début sur pas mal de choses. Ok. Je finis sur le point je réponds sur le point d'Olivier, tout particulièrement parce qu'il est montré comme vicieux. En fait, il est montré comme vicieux quand il y a un incendie dans le bâtiment et il dit c'est une chance en or. On voulait expulser les gens pour refaire des nouveaux logements qui ne sont pas du tout adaptés aux familles nombreuses. C'est une chance en or. Il y a un incendie qui va nous permettre de faire virer tout le monde. On sent comme il est présenté, que c'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Mais Rakai aurait pu faire ça aussi. Par Rakai, je veux dire un gars qui vient de la street, qui vient de la rue et qui connaît extrêmement bien les gens de son quartier. Et je pense que si pas dans ce qu'on dit, je pense. Mais même sur ce point-là, et je pense que si un personnage comme tu le décris était dans le film, il aurait eu le même traitement que le personnage d'Alexis Mananti par Lajli. Je pense qu'il aurait eu le même traitement. Je peux me tromper, mais je pense que le traitement était le même. Mais surtout que t'as des personnages comme ça dans le film, Olivier. Je sais plus comment s'appelle l'adjoint du maire, le grand Renoir. Roger. Voilà, comme ça. Qui justement, tu vois que lui aussi il est dans la corruption. Donc lui aussi il connaît un petit peu tout le quartier et que justement lui aussi il se sert de ça pour implanter son pouvoir. Et tu vois là. Très juste. Et je peux pas spoiler la fin du film, mais la fin du film va un petit peu dans ce que tu as dit. Tu vois que c'est là où il est assez fort. Il n'amène à aucun moment dire grand méchant, grand gentil. Il amène comment est-ce qu'on crée une situation de conflit comme il a fait pour les Misérables. C'est là qu'il apporte une nuance intéressante. Et surtout comment sans parler d'ailleurs à la fin dans cette discussion dont je ne donnerai pas le contexte, mais sans faire parler tes personnages, il arrive à nous raconter. C'est merveilleux. Ce truc-là, il arrive à nous raconter ce qui au fond est important. Oui. Et ce sur quoi il faut se concentrer. Et il arrive, je trouve, à trouver moi, il y a vraiment plein de choses que j'ai aimé dans le film. Je trouve qu'il arrive à chaque fois à nous mettre dans des situations, dans des scènes où il arrive à isoler vraiment tout le malaise qu'il peut y avoir dans les relations entre les personnages. Et comment ce malaise, pour moi, est à la base de toute la dégringolade que va illustrer le film. Il y a cette scène d'introduction que je peux très bien spoiler parce que c'est l'introduction, je fais ce que je veux, et où justement on a un personnage, une grand-mère qui est morte et on va à toute la famille, les amis qui le descendent dans l'immeuble et on voit tout le chemin qu'ils font à galérer à descendre un énorme cercueil dans un immeuble. Et qu'est-ce que ça nous dit de ce film-là, c'est comment est-ce que ces gens font leur deuil dans les moyens qui sont mis à leur disposition, dans le cadre de leur vie qu'on les a imposés, dans cette cage qui est leur bâtiment, leurs moyens dans lesquels ils doivent vivre. Et toute la difficulté qu'ils ont à passer juste cette chose qui est juste normale, qui devrait avoir les moyens, et ils éprouvent une difficulté par rapport à leur lieu de vie. Et c'est tout ce qu'on va suivre par la suite. C'est les moyens mis à disposition. C'est ce restaurant qu'on va voir justement au 3e étage de l'immeuble. Je vais arrêter de trop en dire sur... ça va. C'est pas forcément du spoil. Ouais. Mais je trouve déjà, moi, j'étais directement embarqué dans le film par ça. Je trouve que les personnages, ils existent concrètement. Je crois en chacun de leur existence. Et je me dis que ça fait longtemps, je veux pas dire ça, c'est un peu tout fait, mais... ça fait je crois en tous ces personnages. D'accord. Je les vois en vie, je crois qu'ils existent, je vois comment ils ont grandi, comment ils réagissent par rapport à leur milieu, par rapport aux moyens, et tu remarques que dans toutes les scènes ils sont toujours mis en confrontation avec ce qui est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire ce qui est à leur disposition, leurs moyens de production, on peut dire. On voit justement très bien cette scène cette scène qu'on parlait tout à l'heure avec le jardinier. On voit cette espèce de distance, de malaise qu'il y a entre comment il s'appelle, excuse-moi, le maire, enfin le maire. Le maire avec ce jardinier, on voit cette espèce de politesse un petit peu qu'il se donne, qu'il veut amener parce que c'est le maire, parce que bon, c'est il y a cette relation d'employé, cette relation de personne qui est inférieure à lui, et puis il veut faire genre qu'elle n'existe pas, mais elle existe, et il veut faire croire comme il est dans la rue, il fait croire qu'il n'a pas peur alors qu'en fait ça lui fait peur. Donc tous ces personnages là, ils nous donnent vraiment et ça pour toi, ça c'est à l'origine de quoi? Pour moi, c'est justement le premier malaise qui découle ensuite de la méfiance que va avoir le maire, de la peur qui va s'en enchaîner, et du fait qu'il va n'avoir aucune difficulté à prendre la décision de virer un immeuble le soir de Noël, parce que c'est plus important pour lui de rentrer dans ses objectifs de campagne qu'il fait par pas mal de fierté, surtout on a l'impression, plutôt que par humanisme, pour comprendre les moyens dont ces gens ont et tout ce qu'ils sont privés, et la violence que peut avoir de virer toutes ces familles de chez eux
pour remplir son Donc le message en gros étant que un bon leadership, un bon leader doit être proche des gens qu'il va leader. Je trouve par exemple que je dirais pas que le film dit ça, et je pense surtout qu'il montre comment la situation a dégringolé. Je ne crois pas que le film amène... Quoique si. Parce que tu as dit que c'était à l'origine. Oui, mais je dis pas que le film amène une solution. Par contre, je dis qu'il montre bien les problèmes qui sont existent dans cette position. Ouais. Mais si tu as raison, il amène une solution avec le personnage principal. Le personnage principal qui justement va utiliser comment est-ce que tu te rebelles, comment est-ce que tu te combats. Et on le voit très bien avec la scène qui est vraiment métaphorique dans le film, c'est le moment où elle et son ami, je sais plus non plus comment il s'appelle, j'ai aucune mémoire de nom, je suis désolé, ils vont mettre le feu à un panneau publicitaire. Et c'est vraiment le moment où la caméra devient métaphore, où vraiment là c'est le moment où tu vois dans leur regard, parce que très clairement c'est un délit, ils devraient pas faire ça, mais ça devient un sens assez beau. C'est le moment de la reconquête, c'est le moment. C'était pas bien choisi comme ça. coupe merde. C'est très, très mal choisi comme mot. Mais c'est un moment justement où ils vont commencer à se battre. Et comment est-ce qu'ils vont se battre? Et tu as justement ces deux personnages qui vont prendre deux voies différentes. Et là je te rejoins, Olivier. Je trouve le combat du personnage principal de la fille Abby Keita. Merci. Je trouve son combat vachement intéressant comparé au combat que va avoir son ami qui est la deuxième moitié du film, qui reprend un peu plus je dirais les déjà vus des Misérables et un petit peu et de Athéna. Peut-être on peut reprendre un petit peu c'est-à-dire le départ de la violence, et comment t'as le départ de la violence en mouvement de réaction par rapport à ça, c'est une façon de combattre. Et t'as la réaction de Abby Keita, où justement elle va rentrer dans la politique, elle va utiliser les moyens encore une fois à sa disposition, elle appelle des artistes pour faire des peintures murales, elle appelle des gens pour aller imprimer des tracts, pour rentrer. Comment est-ce que tu combats ça? Et c'est là, je trouve ça méga intéressant, c'est comment est-ce que tu amènes le combat avec tes moyens à disposition, et comment le film reste toujours concret. Il reste toujours avec nos moyens. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Parce que sa campagne n'y va vraiment pas très loin. Il va vraiment pas très loin dans le film. C'est un acte de rébellion, et oui, c'est très dur d'amener un acte de rébellion face à un État. Oui, mais exactement, c'est très dur, et c'est ça qui la rend intéressant, c'est que notamment dans la vraie vie et dans le cinéma, c'est lorsqu'il y a des oppositions qui sont vraiment, vraiment difficiles. Mais j'ai pas vraiment vu, au moins pour sa campagne, il n'y a pas un moment où le gars, le maire, a une idée de campagne. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il allait faire un truc à la House of Cards. Genre, il va utiliser son esprit sournois politique pour taper contre elle. Et donc, elle va commencer avec son moment où elle va faire sa petite... Il le fait. Il le fait. Quand il y a la manifestation où on apprend qu'elle veut être maire, elle arrive à déjouer les petites lignes de ce qui est, tout ce qui est donné dans la loi pour finalement rendre légale sa petite manifestation. Et lui, il va toujours trouver cette petite ligne. Non, moi, ce que je vois, en disant au capitaine des CRS, ce que je vois, c'est un trouble à l'ordre public. Enfin, c'est quand même... C'est tellement facile. Non, mais en fait, c'est facile, mais en fait... je pensais à ça comme étant le seul moment où elle va se rebeller contre lui. Mais si tu me parlais de lui, comment il essaye d'utiliser un petit peu cette petite trichouille, mais c'est pas assez, mais je veux dire, il essaye d'en user. Mais oui, pendant 5 secondes dans tout le film, et c'est dans la première moitié. Et encore une fois, ce n'est pas dit que c'est lui, mais il y a une question très intéressante qui est posée autour de l'incendie. Cette question n'est pas résolue. Cet incendie qui a... Alors, c'est amorcé au début du film. Oh, t'as pas le droit de faire ça, de mettre un restaurant au 3e étage. Non. Ça, c'est risqué et tout. Pour autant, on nous en dit pas plus. Non, c'est vrai. Mais peut-être que c'est pas du tout dans l'idée de ce qui a été prévu par Lajli. Mais il y a cette question qui est intéressante. Elle est possible. Et tu vois, même en restant concret, je la trouve super cette scène ça spoil un peu des scènes, pardon. Mais cette scène justement où elle va créer une espèce de mini manifestation quand elle commence à commencer sa campagne, et où t'as de l'autre côté les CRS avec le maire qui appelle le coroner. Voilà, il y a le coroner. Le mec qui joue le coroner. Voilà, le mec qui joue le coroner. On l'adore, on aime beaucoup
beaucoup. Et où t'as cette espèce de ping-pong où il va aller les voir et il amène la loi. En fait, non, il retourne vers le maire. Mais attendez, en fait, elle avait prévu de faire ça. Et du coup, il retourne les voir. Moi, je trouve ça dans une scène du quotidien qui arrive déjà juste à être marrante et puis à être avec une vraie tension et en même temps de la manipulation. Comment elle te raconte juste aussi quelque chose aussi sur la légitimité de la violence, sur comment on va utiliser ce flic qui a cette légitimité de violence, comment est-ce qu'il la balance d'une loi à une autre, et que c'est la seule façon concrètement d'aller contre cette violence-là. C'est ne pas en rentrant dans la gueule des flics et en créant une bataille. Je ne fais référence à rien du tout de ce qui s'est passé cette année. Oui. Rien du tout. Je trouve juste que c'est le genre de scène qui arrive à être très concrète et en même temps à donner une portée qui est à la fois métaphorique, qui a un sous-sens, et qui, moi, me fait mais c'est tout le film était comme ça. Ça aurait été... Pas tout le film. Si on avait resté sur cette idée-là, ça aurait été, je trouve, beaucoup plus intéressant, où dans la deuxième moitié, on va tomber dans un discours et dans une sorte de théâtre de la victimisation. Oui, je vois ce que tu veux dire. Lacrymose, qui est mélodramatique. J'irais pas jusqu'à dire ça, mais... Je trouve qu'elle est bien faite, mine de rien. Elle est bien faite, mais je sais pas si on peut vraiment imputer ça à Lajli, mais effectivement, le truc qui est vraiment dommage, c'est que le parti qui va choisir de défendre Abby est parfaitement parfait, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de problème avec eux. Il y a un côté victime et c'est comme ça, pas de souci. Alors qu'on sait que les choses ne sont pas toutes noires, toutes blanches et tout. C'est juste ce truc-là qui est dommage. Il y a un truc qui pourrait me donner tort, c'est effectivement la scène de fin. Où ce mec qui d'ailleurs dit de ne pas être dans le parti de Abby, la personne qui va faire cet acte à la fin, il dit d'ailleurs dans le film qu'il ne fait pas partie de l'acte du mouvement de Abby, donc en soi j'ai pas tellement tort en le disant, mais il n'y a aucun défaut de leur côté. Enfin, ou alors pas de véritablement marquant comme pourrait l'être présenté dans le personnage de Mananti. Et alors qu'étant donné qu'on est dans un film qui se veut extrêmement actuel, politique actuelle, c'est dommage de ne pas apporter cette petite nuance-là qui avait été apportée dans Les Misérables, qui était beaucoup plus présente dans Les Misérables. Et c'est un peu dommage dans ce film-là, de ne pas avoir ce petit truc où on est vraiment dans... ces gens-là ne peuvent, sur aucun point, y faire quoi que ce soit. L'allégorie va s'effondrer. Ça sera, si on se placerait en dehors de la fiction et dans une politique actuelle, bien sûr, on pourrait parfaitement en débattre. Ce que je trouve juste dommage, c'est que même cinématographiquement, il n'y a pas ce petit effort-là. Il n'y a pas ce petit effort à mettre, même chez le protagoniste, ce petit défaut. Tu vois, seulement d'un point cinématographique. Je suis d'accord avec toi. Il amène, je trouve, énormément de nuances. Et moi, le film, je trouve assez merveilleux, jusqu'à la moitié à peu près. Et sur la fin, on rentre dans une partie, comme tu disais, Olivier, qui est quand même beaucoup plus simple. Avec, on a un méchant très identifié, un gentil très identifié. Et c'est ce que je disais au début. Je trouve que le film mériterait, moi, si je voulais vraiment aller plus loin, un deuxième film, limite. Désolé. On t'en veut pas. Merci. Toujours en rythme. Et le film mériterait justement d'aller plus loin, pouvoir développer ses autres sens, parce que la façon dont il a d'en parler, je le trouve assez juste à chaque fois. Donc je suis malgré tout assez d'accord avec vous. Je trouve que ça manque de matière par rapport à l'étendue du sujet qu'il est en train de traiter. Moi, je veux bien voir un bâtiment 6. Non mais voilà, c'est comme je disais au début, c'est ce petit épisode de cette vie-là qui nous est raconté, et moi je trouve que le film s'auto-suffit. Moi il n'y a pas de souci avec ça. S'auto-suffit dans le sens où si on veut raconter le gros du sujet avec un petit peu de détails pour que ça soit suffisamment intéressant et honnête, je trouve que c'est parfaitement réussi. Après, bien sûr, on peut toujours creuser et faire une série là-dessus. Mais je trouve que si tu veux me raconter cet épisode, ce versant de la vie de ces gens-là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est unidimensionnel, toute l'allégorie va s'écrouler. Dans la mesure où si on veut parler de pourquoi est-ce que cette violence, pourquoi est-ce que cette frustration, pourquoi cette colère, pourquoi cette misère, etc. Et on montre ça comme étant une oppression venant simplement du haut vers le bas, on est complètement à côté de la plaque. Tu racontes un bout de l'histoire qui fait en sorte que ce n'est pas une allégorie pour quoi que ce soit qui est réel. Je trouve qu'on a déjà parlé, je trouve pas. Je trouve que sur la fin, en effet, dans les faits, dans ce qu'il nous montre, il nous tire vers quelque chose de beaucoup plus identifié. Je suis nul, j'ai pas le mot. Comment on dit quand c'est tout blanc, tout noir?
Unidimensionnel. Oui, c'est unidimensionnel ou très manichéen. Manichéen. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi. Il nous tire vers la fin sur quelque chose de très manichéen, mais je trouve que dans les bases qu'il a mis dans tout le développement du film, il ne l'est pas manichéen. Et je trouve juste que sur la, je trouve juste que. Enfin, je suis pas sûr à 100%. Continue. Pardon. On parle de la protagoniste, on parle du dénouement, on parle du paroxysme. Ouais. Donc vraiment, c'est beaucoup de manichéisme là. Je trouve pas que c'est beaucoup de manichéisme. Je trouve pas que le film est très manichéen. Je trouve juste que sur la fin, dans ce qu'il nous montre, il est assez clair sur sur les gentils et les méchants, disons, ce qu'il veut nous amener sur la fin, et que le problème est plus large et qu'il pourrait être plus développé. Mais par rapport à ce qu'il veut nous montrer sur les causes qui nous emmènent à ce genre de situation, je le trouve assez vrai, assez juste. Et assez satisfaisant à regarder. Peut-être ça c'est idéologique par contre, dans la mesure où il y a on va pas rentrer là parce que c'est le mini interséance, mais si ça c'est le message qui suffit pour expliquer, on va dire, une grosse partie de d'une jeunesse de cette misère, de cette colère, c'est il y a beaucoup de gens, pour des raisons idéologiques, qui seraient fondamentalement contre ça. Mais encore une fois, tu peux mettre une idéologie, mais idéologique en fait. Moi, je trouve que justement, il a cette qualité de nous tenir assez loin de l'idéologie, de nous parler juste d'un immeuble, de quelque chose de concret, de comment tu vis là-dedans. Et que je vois ce que tu veux dire. Et que c'est dans là-dedans. De son côté très concret, c'est allégorique. C'est allégorique. Mais oui, c'est allégorique. Donc c'est ce qu'on disait par rapport au débat, dans la mesure où c'est tout à fait concret, et certes, on va pas philosopher sur nos idées, et ça c'est super bien, mais derrière ce côté concret, il y a des idées. Oui, bien sûr. Et là, je trouve que les idées sont beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins nuancées que dans Les Misérables. On suit quand même une protagoniste qui Je pense qu'on est d'ailleurs tous les trois d'accord pour ce point. Right. Mais je pense que là où on est peut-être en désaccord, c'est sur quelles sont les ramifications de cette deuxième partie qui est manichéenne. Moi, je trouve juste qu'elle pourrait aller plus loin et que j'aimerais bien en voir plus. Si je devais conclure sur mon avis. Parce que pour moi, ça enlève quelque chose de vraiment fondamental. Pour moi, ça n'enlève pas. Mais j'aimerais en voir plus. Mais de toute façon, je crois qu'on a bien élaboré le sujet, messieurs. C'était super d'échanger avec vous sur ce sujet. Et on va... Ce coup-ci, on va rester en France, sauf qu'on va y aller, 500 ans en arrière. Allez, direction l'univers d'Alexandre Dumas. Ah merde. Pour le deuxième volet du diptyque des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Bande-annonce. Je l'ai fait pour la grandeur de la France. Oui, et donc dans ce nouveau volet, on va pouvoir suivre les aventures de D'Artagnan, enfin du moins la suite des aventures de D'Artagnan, qui va tout simplement essayer de retrouver sa bien-aimée Constance. Et ce film va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le complot autour de l'attentat du roi. Ou alors pas du tout, mais je vais pas spoiler les avis de chacun. Qui veut commencer, messieurs, comme d'habitude ? On a commencé une fois, Olivier, une fois moi, donc je propose, Axel, que tu commences pour ce troisième film. Eh bien, carrément. Je vais commencer sur ce dernier film de Martin Bourboulon qui, en fait, je trouve que sa signature, c'est... De quoi il parle ? De quoi parle... On va me parler d'un complot sans complot, en fait. Oui, mais en fait, c'est parce que ça suit le livre, en fait, ok ? Ça suit le livre. Et alors, je n'ai pas suivi le livre, je n'ai pas lu le livre. J'ai l'impression qu'en fait, il a fait ce deuxième film, un peu comme à l'époque des films du Hobbit. C'est-à-dire qu'on a fait une trilogie sur un livre de 50 pages. Oui. Et là, j'exagère bien sûr, mais c'est un peu cette idée qui se dégage de ce deuxième opus des Trois Mousquetaires, qui d'ailleurs ne sera pas le dernier, visiblement. Désolé. Mais vous allez voir un filler épisode. Désolé Maxime, je t'ai repris l'expression, mais c'est véritablement l'idée qui en ressort. C'est on a vu un filler épisode avec un événement marquant.
je dois le dire. Mais sinon, on est vraiment dans cet épisode, dans le fil rouge, c'est retrouver Constance. Le fond de l'intrigue, c'est ce complot, trouver, essayer de mettre la main et de montrer au grand jour qui est l'auteur de ce complot. Ça, t'as le papier MacGuffin là avec la signature. Oui, et sans vraiment que ça soit véritablement intéressant. On a l'impression qu'il se concentre. Enfin, il se concentre sur rien, le film. Non. Il se concentre juste à faire revenir Eva Green toutes les 15-20 minutes sur son cheval pour dire vous avez failli m'attraper. Vous avez failli m'attraper, mais ça sera pas pour maintenant, tu vois. Et c'est ça tout le film. Oui. Et c'est ça en fait qui dicte le rythme du film, parce que son gros problème c'est son rythme. Tu vois, au-delà de parler de pas grand-chose, c'est son rythme qui est parfaitement hasardeux, qui est la structure comment dire, il va te mettre des petits épisodes adjacents avec l'histoire de la sœur d'Aramis qui par exemple, oui. Un truc hyper intéressant avec le fils de mousquetaire de Vincent Cassel, j'ai oublié son nom. Le mousquetaire joué par Vincent Cassel, je sais pas comment il s'appelle son personnage. Aramis. Non, Aramis c'est vraiment Porthos, Aramis et Athos. Porthos. Ok, d'accord. Porthos et Aramis. Je te fais confiance. Et on sent ça nous est montré au début du film, juste pour pouvoir raisonner avec la fin. et c'est un des symptômes de cette mauvaise structure du film. On s'attache vraiment jamais à ce qui peut se passer, qu'on n'est jamais vraiment impliqué. Là où j'ai trouvé que le 1, sans avoir véritablement ce point de vue hyper marqué autour de cette histoire, sans avoir cette imagerie intéressante dans le film, là, le 2, c'est on va garder quelques bonnes idées du 1, c'est-à-dire de faire durer dans le même plan beaucoup de combats, ce que je trouve être une qualité très louable. Ça, c'est quelque chose qu'on peut relever, que je trouve très intéressant. Mais sinon, ça va être la seule chose à retenir pour moi. Et même pourquoi j'ai l'impression que dans ce film il joue moins bien que dans l'autre, alors qu'ils ont vraiment tout tourné à la suite. Est-ce que c'est parce que dans l'autre il y avait des choses plus intéressantes à raconter et du coup je me suis moins concentré là-dessus, mais là vraiment j'ai l'impression que j'ai presque parfois l'impression que Porthos, le personnage de Pio Marmaille, alors c'est un énorme acteur, hein, mais j'ai l'impression qu'il parle comme s'il est en 2023. il y a ce truc là où ça me sort un petit peu. Alors après c'est l'essence de son personnage d'être un petit peu plus comment dire, à l'écart ou dans sa diction. Comment il cause, quoi. Exactement. Mais malheureusement, moi j'adore François Civil, et là, dans ce film-là, je trouve que ce gap est encore plus marqué, quoi. C'est vraiment... À part le fait de vouvoyer. Il y a un truc... Oui, encore. On est en 2023. C'est l'élève de terminale qui sort du Shakespeare devant ses parents au théâtre. Un peu. C'est très sévère, mais il y a un peu cette idée-là. Ouais. Je trouve... C'est le gars qui a fait Bac L. Dans ce... Ah merde, c'est moi. C'est bizarre. Pourquoi je ne l'ai pas autant ressenti que ça dans le premier. Peut-être parce que, encore une fois, le premier avait des choses plus intéressantes à raconter, enfin, avait des événements plus intéressants et était mieux mis en scène que dans le deuxième. Mais voilà, je trouve ça vachement... le Trois Mousquetaires, partie 2, Milady, c'est vachement décevant. Moi, je trouve que c'est surtout par rapport à l'histoire des Trois Mousquetaires, tout l'arc autour des Joyaux de la Reine qui est exploré dans tout le premier. Et je trouvais que dans justement le premier film qui était sorti, du coup, maintenant il y a 9 mois, que c'était assez bien exploré. Il y avait un aspect grandiose dans les bâtiments de France que j'adorais, de faire un vrai film de KPDP qui était fait avec panache, avec encore une fois du grandiose, avec des personnages, des acteurs de premier plan qui sont tous charismatiques. Moi, j'étais assez emballé. L'idée de vouloir aussi amener ces idées de plans séquences pendant les combats que je trouvais des fois souvent un peu... J'aime beaucoup l'idée, mais je trouvais déjà dans le premier qu'il se reposait un peu beaucoup là-dessus à chaque fois qu'on arrivait sur un combat et qu'à plein de moments c'était un peu illisible. Moi j'ai ça que sur la première bataille, le premier combat dans la forêt qui est un petit peu illisible, sinon pour le reste c'est très bien, je trouve. Tu parles du premier là, dans le premier film, le seul truc qui m'avait gêné c'est dans le premier combat dans la forêt qui à un moment devenait assez illisible parce que la caméra tournoyait beaucoup et tout, et qu'on se noyait un peu dans un flou de mouvement constant à un moment et c'était un peu chiant. Mais c'était le seul semi-problème encore, tu vois. Et puis c'était le seul moment où je me suis dit dans les combats, tiens, ça me sort un petit peu, tu vois. Un peu dommage. Sinon le reste dans les combats était assez louable. Mais pourtant moi dans le premier je me rappelle être très engagé dans le récit quand même. J'étais content j'étais juste, même si François Civil se la jouait un petit peu, tu sentais qu'il sortait un peu son texte, je sais pas comment le dire, il était un peu c'est un peu le beau gosse, quoi. C'est un peu comme Chazelle, tu vois, c'est un peu comme Chalamet, c'est un peu comme Chalamet, c'est un peu le beau gosse, du coup on s'arrête un peu à là et
des fois c'est intéressant d'aller un peu plus loin. Mais j'aimais beaucoup le premier. Je trouvais que j'avais très envie de voir la suite parce que je me dis comment est-ce qu'ils vont faire pour aller plus loin, comment ils vont faire pour dépasser un petit peu ce truc-là. Si jamais ils ont une courbe d'évolution, j'ai hâte de voir la suite. Et je trouve que moi dans le 2 ils ont un peu repris tous les défauts du premier, et qu'ils sont pas allés du tout plus loin, et que je ne connaissais pas du coup, comme je disais, l'arc qu'il y avait après les Joyaux de la Reine. Je savais pas vraiment ce qui se passait dans l'histoire de Dumas, et apparemment du coup ça suit vraiment ce qui se passe dans le livre, mais en fait apparemment si ça suit vraiment ce qui se passe dans le livre, il est censé avoir encore 6 films, alors je sais pas vraiment à quel point ça suit ce qui se passe dans le livre, et encore une fois moi je me tiens un peu à l'écart de tout ce qui est adaptation. Je veux pas être, j'ai pas lu les livres, je ne veux pas avoir besoin de voir les livres quand je vais voir le film. Je viens en salle, tu me présentes un truc et moi je vais juger ça en fait, et dans ce que je vois dans le film là. Et la question d'adaptation cinématographique est très importante. Les parties que tu veux adapter doivent pouvoir se suffire à elles-mêmes dans une œuvre cinématographique, et c'est là que je trouve que le film pêche. C'est qu'on a une intrigue une intrigue autour du complot qui est juste là pour faire avancer des événements, et arriver à la fin, mais tout plus que pour vraiment percer ce mystère, vraiment aller chercher des indices ou ces trucs-là. Il n'y a rien de tout ça qui est amené. Pour terminer, ce que j'avais aimé dans le premier, je trouve qu'il ne revient pas dans celui-là, c'est que le côté grandiose, je trouve que je ne le retrouve, si ce n'est peut-être la bataille qui vient à un moment du film, et je n'ai aucune scène marquante comme le premier avait pu m'en donner, quand je pense à l'attentat dans l'église. C'est la scène la plus marquante. Assez phénoménal. Et là, je trouve aussi que les combats se complaisent dans cette caméra flottante, et je trouve qu'ils ne créent pas une très peu d'imagination par rapport à ça, et que je m'ennuie en fait. Et d'ailleurs, quand j'y repense, il n'y a pas de grosses scènes de combat, parce qu'elle est rapidement stoppée par le petit guet-apens là au milieu de la cour. Il n'y a pas de gros combat. Non. Si après il tire sur les Anglais, au canon là sur les bateaux, non, il n'y a pas de gros combat dans ce film. Il y en a beaucoup plus dans le premier. Alors, pas qu'on pense qu'il faille un gros combat pour que le film soit vraiment intéressant. Mais si c'était une chose qui aurait pu sauver le film, ça y est toujours pas. Ça y est toujours pas. Et surtout que dans le premier, je disais, tiens, j'ai envie qu'ils aillent plus loin. Et là, ils ne vont pas plus loin. Et surtout, je rejoins du coup sur ce que tu étais en train de dire juste avant, la thématique centrale autour du film. Sur quoi est censé se centrer le film? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter, cet épisode en particulier? Écoutez, son titre, c'est Milady. Donc, on est censé s'attarder un peu sur Milady. Oui, c'est très pertinent ce que tu veux dire. C'est vrai, ça me semblait logique jusque-là, tu vois. Ça aura tout son sens. Alors, après. Qu'est-ce qu'on sait de ce perso? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de révélation qui vient au milieu du film. Moi, je veux pas spoiler, mais en fait, la révélation est tellement évidente que je savais que quand le film nous le révèle, j'étais en mode j'étais ne pas censé le savoir. Enfin, c'est d'un ridicule par rapport à... Moi, honnêtement, comme je connaissais pas l'œuvre et que j'avais oublié le 1, je m'y attendais pas particulièrement. Mais moi, je me suis rappelé, tu vois, dans le 1, c'était elle dans le 1. Je fais on le savait pas. Enfin, tu vois, c'était je sais pas. La révélation qui vient, je la trouve d'une bêtise. Le mot est dit. J'ai pas envie d'être méchant. J'ai pas envie d'être méchant, mais c'est juste d'une évidence. Et encore une fois, c'est ça. De quoi est la structure globale de ce film? On a justement cette recherche de Constance qui est censée être le cliffhanger du dernier film, donc qui devrait nous porter tout le long. Et c'est pas un spoil, mais je vais pas vous mentir, ça dure 10 minutes l'arc Constance dans le film. C'est le point B à rejoindre. C'est le point B à rejoindre. Et entre temps, c'est un MacGuffin. Exactement. MacGuffin, c'est pas un objet. Non, pas dans la mesure. Même dans sa notion de prétexte, je trouve que c'est pas vraiment rempli, tu vois. Donc, pas vraiment quoi. C'est pas vraiment, c'est pas une case qui est véritablement remplie. Je vois même. Est-ce qu'on peut dire que la recherche de Constance est un prétexte pour faire avancer l'histoire? Parce que moi, je vois plus que c'est le complot, mais c'est un peu des deux. Alors, en fait, comme tu as dit, on a cette espèce de double quête où trouver le complot pour qui a voulu assassiner le roi pour éviter la guerre, et retrouver Constance. Et en plus, t'as D'Artagnan qui est un peu entre les deux, qui fait un petit peu tout en même temps, et t'as tous les autres personnages autour qui font leur vie. Exactement. qui kiffent. T'as Porthos et Aramis. Alors j'étais content pour Porthos et Aramis de les voir un petit peu tous les deux, parce que je trouvais qu'ils étaient un peu absents du premier, et puis Omar Maille et Romain Duris, je les aime de tout mon cœur. Je veux les voir faire jouer les mousquetaires ensemble. Avoir un enfant. Je veux les voir, en vrai, je veux les voir faire des trucs en tant que mousquetaires. J'avoue que ça me rend joyeux. Et
Et ils ont toute l'espèce de petit arc qu'il y a autour du frère, de la sœur de Aramis. En soi, l'arc, moi je les aime bien, je trouve ça trop marrant de les voir comme ça. Ça n'a rien à foutre là-dedans. Oui, ça n'a rien à foutre dans le film. Vraiment, on l'ajoute juste parce que. C'est un film qui veut me raconter une tension de guerre. Il y a 2 pays qui sont sur le point de se foutre sur la gueule et t'as 3-4 mousquetaires qui vont essayer d'arrêter ça et au milieu de sauver son amour et tout. Enfin, et il y a un contexte de guerre de l'Europe. Enfin, c'est une tension énorme. Je veux me sentir cette tension, je veux la ressentir, je veux l'amener, je ne la ressens à aucun moment, je sens des scènes qui tirent et puis il y a tout un arc ensuite autour de Athos par rapport à ses frères protestants. Je me rappelle plus trop ce qui s'est passé dans le premier, du coup j'ai pas trop suivi. Oui, c'est ça, non, mais pour l'instant t'es bon. Et aussi je me dis mais pourquoi on va s'étendre là-dessus? Enfin, en vrai, je m'en fous. Je veux suivre en plus, c'est con parce qu'on sait qui a fait le coup d'État. Enfin, on sait qui veut tuer le roi de base. Du coup, on est en train d'essayer de chercher, de suivre D'Artagnan qui va essayer de trouver qui, alors que nous on sait déjà qui c'est. Et en plus Milady, une révélation, on savait déjà. Enfin, il y a vraiment une espèce de le spectateur est en avance. Mais oui, en fait c'est ça. T'as raison. Le spectateur est en avance et c'est pas pour c'est pour aucun suspense en fait. Il y a pas de volonté cinématographique derrière. Il y a pas d'idée de cinéma derrière. Non, on est juste en avance et on est juste en avance. Bah oui, effectivement. Et comme ça. Et je pourrais dire que le processus moi me plaisait, c'est-à-dire que juste faire un film de KPDP avec Romain Civil, Romain Duris, le fameux Romain Civil, le fameux Romain Civil et François Duris et Pio Cassel et Vincent Marmaille pour terminer voilà. Il a réussi à les sortir sans bégayer, il est chaud. J'ai réfléchi, mais tu vois, de base moi ça me fait kiffer. J'ai pas passé particulièrement une mauvaise séance d'ailleurs. Moi je me suis fait chier. Moi, les gens autour de moi dormaient. Moi c'est dont Olivier. Moi c'est vraiment. Moi je dormais. Non, c'est pas. Non, moi c'est au bout peut-être d'une heure que j'ai commencé à me dire d'accord, faut pas trop que j'en demande au film. Mais juste, moi j'aime juste voir ce genre de film à grand spectacle, de KPDP dans ces ambiances-là. De base, j'aime. De base, c'est ça. Mais en effet, comme je l'ai développé, le scénario va pas. Bref. Mais il y a encore un truc que je peux pas spoiler, mais il y a un truc qui se passe à la fin qui pour moi se veut d'un drame shakespearien et qui pour moi est d'un ridicule consommé. Oui, on rigole. Non, on rigole. Non, pardon. Non, excusez-moi. Non, on rigole pas. Attends, je rigole pas, j'étais sincèrement déçu. Parce que, en fait, on va juste dire un truc. Faut se qu'on dise un truc. François Civil, un très bon acteur. Aucun il ne sait pas pleurer. Je l'ai déjà vu dans certaines situations où il doit être très sérieux comme ça. Et il peut être un gars absolument hilarant comme dans Five. Il peut être un policier totalement convaincant et ultra courageux et hardcore comme dans Bagnard. Mais quand il doit vraiment faire des scènes dramatiques ou bouleversantes, je trouve qu'il est amateur. Mais ça, c'est juste mon point de vue personnel. Moi, dans mon avis, que je l'ai vu dans 2 mois. Alors, moi, je pense que la mise en scène ne le sert pas vraiment aussi. Je trouve que la mise en scène ne le sert pas vraiment. Et un beau gros plan. Je vois ce que tu veux dire parce que même moi, à un moment, ça m'a fait tiquer. Tiens, il n'y a rien qui ressort vraiment de l'écran à ce moment-là. Il n'y a pas ce truc où je me dis, il est véritablement impacté. Et en plus, il n'est pas aidé, d'autant plus que dans la scène d'après, il fait pas la fête avec ses frérots juste après, mais il est juste un petit peu triste dans son coin, mais c'est pas vraiment poussé, quoi. Et je reviens là-dessus, je suis assez d'accord que dans la scène, il n'y a pas ce truc poignant. Surtout, et même moi qui suis facilement prenable sur ce genre de scène. Le moment où il est charismatique, c'est là où ça devient un peu drôle. Dans le moment avec le chien, par exemple. Il va faire les chiens, non, moi j'ai peur. Et il va courir. Là, je me suis cru en 2023. Quand il l'a dit, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, on est. Et c'est ça le problème. C'est intéressant parce que. Fais voir l'iPhone. Yes, exactly. Selfie. Alors que Milady, t'as putain de bonhomme. Les trésors de Kellogg's. Milady, elle te sort une veste, elle le met autour de son bras, elle fait viens là. Elle a été un peu stylée. Mais c'est dommage parce que pendant. Tu avais dit, on a l'impression d'être en 2023 durant cette scène, et absolument. Le chien est tout propre aussi. That is true. Mais il y a un petit collier avec son nom. Son nom Spike. Quand tu vois ce film, c'est
chaque scène, quasiment chaque plan, tu es rappelé que les cinéastes ne viennent pas du 17e. Bah, normal, ils ont une caméra. Non, mais Jean-Michel, premier degré. Est-ce que tu vois, mais en fait, c'est du second degré, mais c'est du premier degré aussi. Dans la mesure où, lorsque tu vas regarder un film, qui est un film d'époque, c'est censé être, à part si c'est un satire, c'est censé être immersif. Et pour être immersif, il faut savoir comment capturer au moins un semblant de cette zeitgeist du 17e, de l'époque, avec des recherches très, très pointues, une capacité technique, une capacité etc., etc. Et là, ils le font absolument pas. Tu vois totalement que c'est des mecs du 21e siècle qui font ça et qui vont faire semblant d'être au 17e. Ils vont se mettre des costumes, mais avec la diction. Pour les costumes, ça va. Il y a une dimension où il y a quand même une dimension dans ce film-là où les interactions. Je pars du principe que à certains moments dans le film, je me suis quand même posé cette question. Ça m'a un peu sorti de la chose. Donc, force est d'admettre que t'as vraiment l'impression qu'on est au 17e en regardant ça. Je suis pas assez, j'ai cette chance de pas être assez expert pour pouvoir avoir cette vision-là. Mais c'est ça le truc. Même si tu ne absolument connais pas mais je suis pas dans Napoléon aussi où qui veut me faire un personnage historique et où là la question de la réalité historique se pose évidemment. Je suis dans une espèce de je suis dans un film de cap et d'épée qui veut me sortir une aventure grandiose avec des personnages. Je veux dire, les tenues de Milady, là j'y crois pas, tu vois. Je crois pas que Milady, que quelqu'un s'habille vraiment comme Milady s'habille, mais juste elle est trop classe. Enfin, et moi je la trouve vraiment, c'est le Green, je l'aime beaucoup. Il a touché sa poitrine, mais c'est pour moi, hein. Non, mais c'est Olivier. Non, oui, la poitrine de Olivier. Ah, sa propre poitrine. Non. Je me suis dit putain, il en a des contacts, mais je pensais pas que ça allait jusque là, putain. Quel contact. Non, j'avoue que c'est le fameux contact. Mais j'avoue, enfin de base, tu vois, je vois une tripotée d'acteurs que je vois un peu dans tous les films d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas le film où j'avoue je vais aller chercher la réalité historique et je vais plutôt aller chercher le grandiose et l'esthétique. Et là, j'ai le grandiose et l'esthétique. J'ai plutôt l'esthétique. Mais un peu moins le grandiose. Ensemble. Ah non. Bah non. C'est pas le grandiose ne va pas forcément avec la réalité historique. Non, mais ça doit être convaincant. Oui, ça doit être convaincant. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par peut-être par réalité historique. Par réalité historique. Authenticité historique, ça serait un terme meilleur. L'authenticité historique voudrait dire que on reprend vraiment les dialogues, on reprend les dialectes de l'époque, on reprend exactement toutes les tenues J'ai bien dit une semblance. Pas une copie. Dans ce cas, pour moi, la semblance me suffit. Je reconnais, surtout pour certaines répliques de François Civil, où il y a pas mal où je fais bof. Mais et avec les tenues de Milady, des moments ça peut paraître un peu kitsch, et puis dans des tournures et tout, oui. Mais par exemple, est-ce que t'as vu Game of Thrones? Oui. Ok. Même ces gens-là parlent de manière extrêmement claire. Ouais. Il n'y a pas t'as pas l'impression d'être dans un monde qui est totalement exotique où l'étiquette et les manierismes et les expressions sont des trucs tu n'y comprends absolument rien. Ouais. Ce qui serait le cas si on voyageait à Westeros, si on voulait être complètement réaliste. Et pourtant, tu as l'impression d'être dans une autre planète. Tu as l'impression d'être dans une autre époque. Ouais. Ça, après, Westeros, c'est un monde fantastique, alors c'est plus compliqué. Okay, mais en même temps, c'est très inspiré du Moyen-Âge. Mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? C'est pareil pour des séries comme Rome. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il faut absolument regarder Rome. The Tudors. Est-ce que, peut-être, c'est sûrement pas juste moi, mais j'aimerais savoir si pour toi, c'est pas le même cas, mais vous voyez pas une énorme différence quand vous allez regarder un truc comme Game of Thrones et quand vous allez regarder Milady? Genre je vois pas une énorme différence dans l'immersion. Non, même limite je préfère la patine et la boue sur les personnages que le maquillage de Daenerys, si on est vraiment sur une époque. Même au-delà de ça, ayant évidemment vu Game of Thrones, je l'ai vu en anglais. Et en fait, il y a cette barrière un petit peu de la langue, même bien que je pense quand même bien comprendre l'anglais. Voilà, juste il y a cette petite barrière de la langue où je n'arrive pas à voir comment, dans certains tics de langage, ça peut vraiment se différencier d'un anglais de l'époque à un anglais actuel. Comme je pourrais le faire avec un français de l'époque et un français actuel. Mais en fait, il y a très, 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 très peu de différence.
C'est ça l'intelligence du truc, c'est qu'ils vont pas parler. Chez les Anglais, enfin du moins dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones est basé sur la guerre des roses. On ne parle absolument pas comme les gens durant l'époque de la guerre des roses. Si tu rencontrais des gens et ils parlaient comme ça aujourd'hui, on se dirait bon, ils viennent de la classe bourgeoise de Londres. Ils sont allés à Oxford. Qui m'a appelé Lord Commander, mais il n'y a pas de... C'est normal. Oui, il y a des termes. Ils ont pris de l'LSD, c'est pour ça qu'ils parlent de dragon, tu vois. Mais on ne serait pas complètement perplexe comme on l'est lorsque, par exemple, on va lire de la littérature de cette époque-là, où l'anglais c'est l'équivalent de lire du Rabelais pour nous les Français. Tu vois, c'est en vieux François. Mais néanmoins, ils ont une créativité et une compréhension de l'époque qui font en sorte que tu as véritablement l'impression d'avoir voyagé dans le temps, dans une autre époque, dans un autre univers. Et c'est pareil pour énormément de films. Quelque chose qui a sorti très récemment, qui n'est pas exact, qui est un peu plus tard, mais c'est Illusion perdue. Ouais. Quand tu regardes ça, moi je suis au 19e. Moi je suis en 18e. Si je suis... on a plus cette sensation que dans Les Trois Mousquetaires, c'est vrai. Right. Est-ce que c'est... je sais pas, est-ce que vous avez un film préféré historique? Allez voir notre dernier podcast où justement nous discutons de nos films historiques préférés. Pardon. Est-ce que j'ai un film historique préféré? Un film préféré de... Gladiator, par exemple. Okay. Gladiator. On est avant notre ère. Un truc comme Apocalypto, par exemple. Là, nous sommes... Par hasard. Pas totalement au hasard. Je vous garantis... La différence pour moi est absolument flagrante. Je n'ai pas l'impression d'avoir voyagé dans le temps quand je vois un film comme ça, et je pense que c'est indispensable si tu veux être immersif avec un film historique. D'accord. Pour toi, justement, c'est ça qui t'a bloqué par rapport aux Trois Mousquetaires, c'est que c'est un des éléments. Tu sens qu'il y a un esthétique qui est vu par des gens de 2023 et qu'on n'en est pas vraiment totalement transporté dans l'époque, et t'aimerais plus sentir le monde vivant. Plutôt que de sentir une représentation un peu esthétisée, un peu romantisée, vue d'aujourd'hui. C'est stérile comme son scénario qui va parler d'une enquête qui n'est pas une enquête en fait. Le scénario, je suis d'accord. Moi, j'avoue, presque préféré que la direction artistique, l'ADA, la réalisation se permettent de fantasmer un peu cette époque-là, cette représentation, surtout quand c'est l'adaptation d'un roman de KPDP qui se veut de base assez fantaisiste. Il n'y a pas de fantastique, pardon, je veux dire un peu romantisé, et qui se permettent justement, enfin tu vois, juste c'est dans les costumes très esthétiques, ce que peut avoir Aramis avec ses plumes sur son chapeau, c'est les deux flingues de Porthos, toute cette création qui je lui laisse volontiers me dire que ça ne s'habillait pas comme ça à l'époque. Je lui laisse me dire ça parce que je trouve ça juste beau, fantaisiste, entraînant, et que dans ce que je viens de voir, c'est en effet un film d'aventure dans lequel j'ai envie j'ai envie de m'impliquer et j'ai envie de ressentir ce grandiose-là. Je ne m'attarderai pas à ce point sur la partie historique. Contrairement à un Napoléon, où là, par exemple, je serais beaucoup plus qu'on peut dire sévère, ou un peu plus regardant, critique sur c'est vrai ou c'est pas vrai, ça, du coup. Ça, c'est intéressant. Mais les Trois Mousquetaires, j'avoue que moi, ça fait pas partie des points sur lesquels je vais particulièrement manquer d'implication. Je pense qu'on en a assez dit sur les Trois Mousquetaires, sincèrement, messieurs. On en dit quand même qu'elle est vachement belle, Eva Green. C'est pas Eva Green, elle milite pas justement pour qu'on prononce Eva Green, je sais plus. Petite question nulle du soir. Je crois que t'as raison. En plus, je crois qu'elle veut qu'on s'appelle Eva Green. Parce qu'Eva Green, en fait, c'est une prononciation anglaise, mais à la base, elle est pas anglaise, je crois. Du coup. Yes. J'ai peur de dire des conneries, et moi j'aime Eva. Jean-Michel Débunkable. Je veux dire Eva, du coup. Eh bien, merci, messieurs, d'avoir partagé avec moi sur ces 3 films. On se retrouve sûrement le mois prochain pour un nouvel épisode. Quel film? On ne sait pas encore, mais il me semble qu'avant le mois prochain, il y aura potentiellement un nouveau programme sur YouTube. On espère que vous serez au rendez-vous pour le regarder. Et petit spoil, ça va parler des films de cette année. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, on va remercier personne parce qu'on a notre matériel maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est faux. On va remercier
Bien sûr, Maël, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou. On va remercier VHS Entertainment pour la mixette, ce petit Zoom H6, qui est l'élément qui nous manque dans notre bijoute de podcasteur. Voilà. Merci à VHS, merci à vous deux, merci à Pratea, merci le cinéma. Et merci à Astrid. Merci Astrid. Merci Astrid, la voisine de l'étage du haut d'Olivier qui nous a donné cette carte SD sans laquelle on n'aurait pas pu enregistrer ce podcast. Merci beaucoup Astrid. Je te fais des gros bisous Astrid. Je ne sais pas si tu écoutes ce podcast Astrid, mais je te remercie infiniment. Elle m'a dit qu'elle détestait ta voix, qu'elle te trouvait vraiment inintéressante. Ça, c'est souvent quand on aime les gens en plus. Allez, c'était entièrement affectif. Bisous Maxime, bisous Olivier. Bisous Axel. À très bientôt. J'ai dit bisous. T'as pas dit bisous. Si, j'ai dit bisous. Ok. Bisous. Allez, bisous les guys. Bisous.